réflexion éthique moderne en biologie et en médecine a commencé il y a 60 ans par un refus de dérives extraordinairement graves, qui n'était absolument pas dû à la construction d'une nouvelle application technique en biologie, mais aux dérives morales de l'utilisation de la théorie de l'évolution dans la façon de traiter les autres. Le darwinisme social a conduit à la stérilisation de dizaines de milliers forcés de personnes, a ancré le racisme dans une vision scientifique. Et donc, si vous voulez, je pense que faire attention au fait que ce qu'on apprend de nouveau sur le vivant, sur le monde et surtout sur l'être humain, ne change pas notre façon de nous comporter avec la personne, est souvent plus important que des questions qui se posent par rapport à des objets techniques. En gros, un test génétique n'est ni bon ni mauvais, mais la façon dont on pense l'utiliser, le renseignement qu'on veut en tirer, l'idée qu'on se fait de ce qu'il signifie, là sont les dangers de ce test. Et je pense que beaucoup d'applications techniques sont non pas dangereuses en tant que telles, mais dangereuses dans la manière dont elles peuvent être appliquées. Or, la manière dont elles peuvent être appliquées dépend du regard qu'on porte sur la personne. Et il y a toujours ce risque, si vous voulez, que j'évoquais tout à l'heure, que la science ne soit pas quelque chose qui ouvre les possibles, qui enrichisse, qui permette à des personnes de s'approprier des connaissances nouvelles, mais soit quelque chose qui emprisonne, qui appauvrisse et qui réduise notre vision de l'autre. L'autre question fondamentale, c'est de ne jamais réduire, et ça dépasse de très loin le domaine de la science, mais je crois que la science est un très bon exemple, c'est de ne jamais réduire une personne à ce qu'on en a compris, et en particulier à partir d'une grille de lecture unidimensionnelle. Ça a été le problème de la génétique, ça sera demain sans doute un des problèmes des neurosciences, c'est-à-dire que quelle que soit la grille de lecture qu'on utilise, un grand évolutionniste, Stephen Jay Gould, a écrit un très beau livre qui s'appelle « La malmesure de l'homme », dans laquelle il montre pendant un siècle, entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle, comment, au fond, mesurer, quelle que soit la validité de la mesure, souvent les mesures ne sont pas valides, consiste à hiérarchiser, à classer, et que dès qu'on hiérarchise, on fait n'importe quoi. Le souci, c'est la déontologie, le souci, c'est l'usage, le souci, c'est le lien entre ce que je découvre et ce que nous évoquions tout de suite, c'est-à-dire et le soin que ceci peut apporter à la vie concrète d'hommes et de femmes, à commencer par des plus fragiles. Et penser un progrès scientifique qui n'est pas en même temps un progrès d'humanité, je pense que ça nécessite qu'on s'assoie pour réfléchir au sens de ce progrès scientifique. S'il n'est pas au service en même temps d'un progrès de l'humanité, et on pourrait dire un progrès d'humanité quand même pour le plus grand nombre. Un chemin d'humanité, c'est pour reprendre une autre parole de Maurice Bellay, où il dit dans un de ses premiers textes, « Vous commencerez par le respect ». Et je pense que le chemin d'humanité, c'est déjà ça. Commencer par le respect des uns envers les autres, et puis pouvoir bâtir ensemble quelque chose d'une cordialité. La fraternité est peut-être plus difficile, et puis elle est très connotée, mais au moins une cordialité, c'est-à-dire une capacité à aimer de l'altérité, à aimer cette sorte de mixte entre ce qui me ressemble et ce qui m'est différent, et à désirer bâtir ensemble du bien commun, quoi. Et du bien commun pour nous comme pour des générations futures. Je pense que c'est par là un chemin d'humanité. Je vais faire un mauvais jeu de mots, l'éthique n'est pas élastique et elle ne varie pas en fonction des découvertes scientifiques. L'éthique, l'homme est au centre de l'éthique et moi je suis assez réservé sur ces lois qu'on révise à périodicité régulière, tous les 4 ou tous les 5 ans, parce que je pense qu'à un moment donné, l'éthique n'a pas de possibilité d'évoluer. Et je crois que le législateur serait prudent de prendre beaucoup de recul à ce sujet. C'est pour ça qu'en matière de neurosciences, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il faille introduire quelque chose. En fait, tout existe dans la loi de bioéthique. C'est l'indisponibilité du corps humain, c'est la gratuité, tout est écrit. Je crois qu'il faut que nous en restions à des principes assez généraux, sans rentrer dans le détail, qui de toute façon, sont dès lors qu'on les écrit, sont déjà démodés par la technique qui nous a devancés. Quelquefois, en entr'ouvrant la porte pour des motifs tout à fait honorables et tout à fait respectables, on se retrouve confronté à des situations qui le sont beaucoup moins, parce que la volonté est telle que dès qu'on ouvre
une possibilité, elle est exploitée jusque dans ses comportements les plus déviants. Et le législateur doit être très vigilant à ne pas ouvrir des débats qui provoquent des scissions trop importantes au sein de la population. Quand vous regardez aujourd'hui des photos de personnes qui ont 70 ans et que vous regardez des photos de personnes qui ont 70 ans il y a 50 ans, quand vous regardez des photos de personnes qui ont 50 ans aujourd'hui ou qui avaient 50 ans il y a 50 ans, la différence est frappante. Sans le vouloir, en changeant les conditions de vie, en changeant l'activité, en changeant un nombre de choses, au fond, la plupart des gens restent jeunes plus longtemps. Et donc il y a cette idée qu'on ne peut pas, en gros, changer nos relations par rapport au temps chronologique est quelque chose qui spontanément a changé. Alors, les expériences chez l'animal montrent que ça peut être changé de manière beaucoup plus importante par des toutes petites modifications, soit internes, soit de l'environnement extérieur. Ce qu'on appelle, là aussi, vous savez qu'il y a eu une vision extrêmement déterministe de la génétique et qui est remplacée aujourd'hui par ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire au fond que la façon dont on utilise ces gènes est aussi importante dans l'immense majorité des cas, et à de rares exceptions près pour certaines maladies, que ce que sont ces gènes eux-mêmes. Et donc la façon dont un animal vit, se comporte avec son environnement, retentit en termes de durée de jeunesse, c'est-à-dire de longévité, de durée de vie dans des capacités jeunes. Donc quand vous dites pour qui, moi je dirais là encore une fois, le biologiste, le médecin, la société ne doit pas imposer ce qu'elle peut faire aux personnes. C'est une décision, ce sont des décisions qui sont des décisions à la fois collectives et individuelles. Je reviens à cette notion de consentement libre et informé. Vous savez que la durée moyenne de vie augmente de manière continue à partir de l'âge adulte depuis 50 ans dans les pays riches de l'hémisphère nord. Dans les pays riches, vous faites bien le préciser. Et au Japon, par exemple, le nombre de centenaires a augmenté de manière considérable dans les 20 dernières années. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est toujours la question et je pense que c'est la question fondamentale aussi quand on parle du partage ou de la mise à profit des avancées de la connaissance, c'est qui est-ce que ça concerne ? Est-ce que ça concerne nous en tant qu'humanité, ou est-ce que ça concerne une petite partie de l'humanité, les autres définis de manière variable, en étant exclus? Et je crois que quand on parle de durée de vie humaine, il faut savoir que dans une très grande partie du monde, et en particulier dans l'hémisphère sud, la durée de vie humaine est courte et n'est pas interrompue par des problèmes de vieillissement ou de rester jeune longtemps, mais par des maladies infectieuses, par la malnutrition, par la famine, par des guerres, par des massacres. Et donc dans un monde où 10 millions d'enfants meurent avant l'âge de 5 ans chaque année, et où l'Organisation mondiale de la santé dit qu'on pourrait, actuellement on a les moyens d'en sauver 6 millions par an, où 250 millions d'enfants n'atteindront pas, qui aujourd'hui n'ont pas 5 ans, leur développement cognitif à cause de la pollution, de la malnutrition, des maladies infectieuses. Je crois que quand on pense, là encore, à prolonger la jeunesse, à augmenter la santé, il faut aussi le penser en termes d'accès de chacun à ces possibilités, et non pas en termes, je dirais, de possibilités offertes de plus en plus à un petit nombre de personnes qui sont en effet les pays riches de l'hémisphère nord, mais qui sont aussi les populations riches de ces pays riches. Je pense que la dignité d'une société se mesure à sa capacité à considérer les plus fragiles comme, comme ce qui la qualifie vraiment. L'aujourd'hui déjà nous montre des contrastes. Il y a des vieillards, des grands vieillards, très heureux, de 90, 100 ans, 102 ans. Moi, j'ai dit, la sœur aînée de ma congrégation, elle est morte, elle avait plus de 105 ans. Alors, si vous mourrez entouré des vôtres, comme le racontent les histoires bibliques, ou en fin de compte, il semble mourir, en tout cas pour les sages, d'une sorte de mort douce, à la fin des jours, rempli de jours, tant mieux, tant mieux. Mais cette même vie-là peut être insensée, tellement elle est lourde, tellement
on entend des gens nous dire combien ils ont envie que ça se termine, combien ils en ont marre d'attendre. Alors, des chrétiens vont dire cela sous forme de « enfin, le bon Dieu, il m'a oublié », quoi. Hein. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas forcément une bonne nouvelle que de penser qu'on pourrait reculer les jours. Et puis, il y a toujours cette question de est-ce que ce qui fait le sens de la vie, c'est de pouvoir la rallonger le plus loin possible, et avec cette sorte peut-être d'illusion qu'on pourrait la rallonger indéfiniment un jour? Ou est-ce que ce qui fait le sens de la vie, c'est de pouvoir densifier au maximum ce qui est donné? Bon, en espérant bien que les progrès de la médecine nous permettent de vivre au mieux. Enfin, hein, donc on n'est pas dans une opposition frontale des termes, c'est pas l'un ou l'autre. Mais je suis pas sûre que le progrès humain soit d'abord du côté de rallonger les jours. Et puis en plus, là où ça me choque toujours un peu, c'est que je pense à tous ces pays, entre autres d'Afrique, où la mortalité moyenne est autour de 40 ans. Et je me dis quand même, nous, avec nos affaires de vivre centenaire, il y a quand même un problème, quoi. Il faudrait peut-être d'abord se soucier de comment permettre à des générations de passer la quarantaine, de devenir grand-père, grand-mère, de voir grandir leurs petits-enfants, de ne pas mourir du sida, du paludisme. Bon, parce que tout ça, c'est aussi beaucoup d'argent, et on oublie souvent de le dire. Donc, il y a aussi une question de savoir où est-ce que, dans une société, dans un État, l'argent de la médecine ou l'argent pour la médecine, pour quelle médecine le mettons? Enfin, pour la médecine au service de qui? Puisque il n'y a pas non plus de quoi financer toutes les recherches, tous les secteurs. Donc, qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce que c'est toujours du côté, comment dire, de l'innovation scientifique? Et je pense qu'il en faut, qu'elle nous fascine, hein, mais est-ce que c'est seulement de ce côté-là? Est-ce que c'est pas aussi du côté d'une solidarité? Je crois que rester jeune longtemps, rester en bonne santé longtemps est quelque chose qui, a priori, n'a pas beaucoup d'inconvénients et a énormément d'avantages si cela pouvait être fait sans inconvénients, et si ça pouvait être partagé. Mais je crois qu'il y a beaucoup de modifications que la technique permet aujourd'hui d'envisager et qui reçoivent des noms, là encore on est dans le vocabulaire, ambigus, comme amélioration ou augmentation de l'homme. On va pouvoir augmenter la mémoire, on va pouvoir augmenter les capacités sensorielles, on va pouvoir augmenter... Et je crois que derrière ces termes, améliorer ou augmenter, il y a quelque chose de très dangereux. Parce que si vous dites à quelqu'un, est-ce que vous voulez être amélioré ou augmenté, il est assez rare que les personnes répondent non. Si par contre vous dites ce dont il s'agit, est-ce que vous êtes d'accord pour être modifié? Et la question devient, quels sont les avantages et les inconvénients de la modification? Est-ce qu'elle est réversible ou irréversible? On peut se poser les questions et encore une fois se demander si c'est quelque chose qui est mis au service de la personne ou au contraire qui est imposé ou qui risque d'avoir plus d'inconvénients que d'avantages. Donc je crois qu'il faut choisir aussi les mots et garder des mots neutres, hein, pour ne pas au fond avoir une partie de la réponse. La recherche piétine. Il ne faut surtout pas prendre les promesses de la science qui a besoin d'argent, qui a besoin de support, pour argent comptant. Il est clair que pour l'instant, mais on va trouver. L'Alzheimer, c'est 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans de recherche, on va arriver. Qu'on va l'éviter, la soigner sûrement, la prévoir, l'anticiper, etc. Au prix de répression peut-être, parce que il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas des facteurs extérieurs qui favorisent l'Alzheimer. Actuellement, le fait que l'on vieillisse beaucoup plus qu'autrefois laisse apparaître des démences qui sont des démences séniles, simplement. Mais le résultat est le même. Il y a des plaques séniles qui se forment sur les neurones, des neurones qui s'allument pour se détruire dans le cerveau. Alors, il faut savoir qu'une vieillesse, ça se prépare. Une vieillesse, quand vous avez ce qu'on appelle une réserve cognitive, c'est-à-dire que vous êtes très, très intelligent, que vous avez beaucoup travaillé de votre cerveau, que vous avez beaucoup d'amour en réserve, et tout ça, c'est des choses qui vont vous empêcher qui empêcheront l'Alzheimer d'apparaître. Et puis, ce qui ne veut pas dire que le mérite et la vieillesse, que la vieillesse se gagne au mérite, hein, c'est pas du tout ça.
Mais c'est vrai, mathématicien récent, on a ouvert son cerveau, il avait des plaques séniles partout, des corps de Lévy, enfin il avait vraiment tout pour être un Alzheimer, et bon, personne dans son entourage ne s'est rendu compte. Il y a les dépressions, il y a toutes ces choses-là qui vous empoisonnent la vie, qui vous sortent de la vie, qui font de vous des êtres souffrants. La souffrance, elle est inhérente à l'être humain. Alors, est-ce que tout ça, on peut le soulager? Est-ce qu'on peut y croire? Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est défendre la liberté, défendre la possibilité à chacun de jouer sa vie. On soigne un certain nombre de pathologies grâce à l'implantation de puces, notamment la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, 40 000 Parkinsoniens en France ont été implantés et vivent à peu près normalement. Et puis, après cette découverte sur la maladie de Parkinson, ça s'est étendu à certaines dystonies, à certaines autres maladies du comportement neurocérébral. Mais souvent, les découvertes sont fortuites. On s'est aperçu que cette implantation, cette stimulation intracrânienne pouvait apporter des solutions à des gens qui sont dans des états de très grande dépression, des suicidaires dans un état de très grande dépression, réfractaires à tout traitement médicamenteux. Donc on peut éventuellement utiliser quelquefois cette stimulation intracrânienne dans ce cas-là. Comment aider, ne pas abandonner, soulager, tout en respectant au plus l'autonomie, la liberté, la capacité de la personne de construire ses choix. Et donc c'est aller vers en proposant et non pas imposer à la personne, par devers la personne elle-même, en fonction de ce qu'on croit. Donc entre aider sans s'assujettir et laisser libre sans abandonner, il y a toute cette problématique de la liberté, de la solidarité. Paul Ricoeur définissait l'éthique d'une manière que je trouve très belle. Il disait qu'on entre en éthique quand à l'affirmation par soi de sa liberté, on ajoute l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit. Je veux que ta liberté soit. Et donc au fond, c'est pas concevoir la liberté comme antagoniste de la solidarité, c'est concevoir la solidarité comme le fait de donner dans la réciprocité la liberté à l'autre. Et ça veut dire aussi que c'est aller vers l'autre en attendant sa liberté, mais c'est aller vers l'autre avec une attitude d'interrogation, parce que je ne peux pas savoir ce qu'est la liberté de l'autre pour lui-même. Et il faut qu'il me dise ce qu'est pour lui sa liberté avant que je sache comment je peux l'aider à la construire, et réciproquement. Si je reprenais la parole de tant de gens âgés aujourd'hui, qui nous disent aujourd'hui même, il ne s'agit pas simplement de rajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Il y a d'abord une sorte de sagesse populaire de cet ordre-là. À la fois, les progrès de la médecine font que, pour telle ou telle personne, on est très très heureuse de la voir vivre encore à 100 ans parce qu'elle a encore beaucoup de capacités, parce qu'elle a de vrais liens. Et puis pour d'autres, c'est un vrai cauchemar. Parce que les gens sont malades, mais aussi et surtout parce qu'ils sont seuls, que plus personne de ceux et celles qu'ils ont aimés sont encore présents. Donc je ne suis pas sûre de ce point de vue-là que reculer sans cesse les limites soit une aussi bonne nouvelle pour le goût de la vie, quoi. Et en plus, je crois vraiment que le rapport à la mort, c'est un rapport à l'échappée, quoi. Autrement dit, l'humain se constitue aussi par ce qui lui échappe. Et croire qu'on pourrait mettre la main sur la mort pour la différer sans cesse, c'est d'une certaine façon croire qu'on peut mettre la main sur le tout de la vie, qu'on pourrait faire ce qu'on veut de la vie. Et ça, je pense que c'est pas vrai. On ne peut pas la manipuler à l'infini, non seulement la vie biologique, mais on ne peut pas couper en tranches la vie biologique, la vie affective, la vie intellectuelle, la vie psychique. Tout cela est dans un humain que nous essayons un tant soit peu d'unifier. Donc je pense que marquer la mort comme ce qui échappe, c'est dire que la vie est heureuse aussi parce qu'elle consent à ce qui lui échappe. Elle est heureuse parce qu'elle travaille à fabriquer, parce qu'elle travaille à faire une œuvre, mais elle est heureuse aussi parce qu'elle intègre ce qu'elle ne maîtrise pas, à commencer par l'amour.
pour moi, ce qui est immuable, c'est l'indisponibilité du corps humain. C'est le fait qu'aucun d'entre nous ne puisse disposer de son propre corps. Que notre corps ne nous appartient pas, il appartient à l'humanité tout entière. Moi, j'espère toujours, parce que je pense qu'il y a toujours une échappée chez l'homme. L'homme, dans la mesure où il y a cette espèce de... Mais moi, c'est de l'utopie. Mais mon utopie, c'est pas de croire que la science n'y arrivera pas, c'est de croire qu'il y aura des échappées à la science, qu'il y aura des trucs qui vont louper et qu'on va pas... c'est l'histoire du vilain petit canard, ou c'est pas... Il y aura des vilains petits canards dans la création qui échapperont au diktat de la biologie, des converging technologies, et qui font que tout d'un coup, il y a le poète qui va faire déraper le système. Vous voyez, il ne faut jamais rien entreprendre qui puisse intenter à l'existence de l'autre, à la vie de l'autre. Il faut être soucieux de l'autre comme justification de sa propre existence. Il faut être juste, il faut essayer d'être juste. La justice est une chose essentielle. Il faut être équitable, il faut respecter l'humain. Il n'y a pas de soupçon sur les neurosciences en tant que neurosciences. Pas plus que j'ai de soupçons sur les origines de l'homme et la paléontologie. Pas plus que j'ai de soupçons sur la géologie. Pas plus que j'ai de soupçons sur l'astrophysique. Quoi? C'est la réalité créée par Dieu qui nous est livrée pour qu'on y déploie son intelligence et qu'on puisse admirer quand même, puisque c'est extraordinaire, que tout ceci se soit fait sans aucune intervention d'un tiers que nous sommes. Nous sommes seulement les bénéficiaires. Vous savez ce que dit, beaucoup de sciences éloignent de Dieu, peu de sciences éloignent de Dieu, beaucoup de sciences y ramènent. Vous comprenez? Je crois que c'est la profondeur qui nous sauve, hein, c'est pas la peur. Et il faut accepter que nous soyons dans un monde où c'est un enjeu de grandeur, c'est pourrait dire un conflit de grandeur. Alors, est-ce que nous croyons l'homme assez grand pour être digne de Dieu et Dieu assez grand pour ne pas avoir peur de l'homme? Alors, c'est les deux qui sont en question. Alors j'espère que leur communion fait la paix et la joie de vivre et le bonheur d'exister. Qu'on soit heureux de la grandeur de l'homme. Alors très attentif à ce que cette grandeur ne dévie pas dans une manipulation de l'homme. Mais le savoir sur le cerveau n'est pas encore une manipulation de l'homme, c'est pas vrai. Je crois qu'on ne peut pas aller vers l'autre. On ne peut pas aller vers l'être humain, on ne peut pas aller vers le monde, on ne peut pas aller vers tout ce qui nous entoure sans une absence de peur première. C'est-à-dire que si la peur est première, on ne va pas vers. Et donc il faut aller vers. Maintenant, il y a différentes façons d'aller vers. Et dans la façon d'aller vers, dans la façon parfois d'oublier celui ou celle vers qui on va, au profit du mouvement qui a été initié, il y a tous les dangers qui sont que on peut aller vers le monde, on peut aller vers le vivant, on peut aller vers notre planète, on peut aller vers l'autre, on peut aller vers les générations futures, en faisant énormément de dégâts. Et que je pense que croire que la compréhension, croire que l'ouverture, croire que l'écoute est quelque chose d'intrinsèquement positif, c'est sûrement une des valeurs les plus positives qu'il y a, ne doit pas faire oublier, au contraire, que dans la manière de ne pas avoir peur de s'ouvrir sur le monde, il y a aussi la source de toutes les dérives possibles. Et donc comment est-ce que je peux dire, c'est pas la science qui est dangereuse, c'est pas la connaissance qui est dangereuse, et le refus de la connaissance a parfois mené à des enfers. C'est la connaissance en elle-même, c'est ce qu'Ésope disait sur ce qui est tellement dur à comprendre, et Ésope disait de la langue que c'est la meilleure et la pire des choses. C'est-à-dire que ce que l'homme touche, comprend, intègre, eh bien il en fait le meilleur ou le pire. Et je crois que ce qui fait qu'il en fait le meilleur ou le pire, c'est de poser a priori comme principe le respect de l'autre comme étant la première relation à l'autre. S'il est vrai que Dieu est créateur et sauveur, enfin, non seulement il n'a pas peur, mais il désire que l'humain aille le plus loin possible dans sa capacité d'intelligence, de construction, d'invention. La condition est que cette invention ne vienne pas détruire l'homme. Et une invention dont l'utilisation serait de mettre sur le côté ceux qui ne seraient pas dans la bonne norme, elle serait criminelle. Je pense que c'est le terme qui convient.